Voilà, alors c'est parti donc pour ce cours numéro 3, portant sur les liaisons covalentes parfaites et les liaisons covalentes polarisées. On a déjà vu un premier type de liaison chimique, qui était la liaison ionique et qui consistait en une attraction électrostatique entre des ions de charge opposée qui permettait notamment la création de composés ioniques. Hein, c'était le cas notamment du chlorure de sodium. Bah, comme nous allons détailler ces liaisons covalentes parfaites et polarisées, ben, évidemment, nous arriverons aussi à des composés qui sont faits à partir de ce type de liaison. Et ah bah forcément, ce seront des composés covalents. Alors donc, qu'est-ce qu'on va voir là maintenant? On va d'abord essayer de comprendre ce qu'est la liaison covalente, qu'on appelle aussi la covalence. On va avoir une propriété des atomes qui est essentielle et qui permet d'ailleurs de comprendre les liaisons et qui permet de comprendre aussi différents types de liaisons, et notamment différents types de liaisons covalentes. Et donc nous verrons la covalence parfaite, dite aussi liaison covalente parfaite, et la covalence polarisée. Voilà. Donc pour la suite, l'écriture de formules et de quelques molécules selon la structure de Lewis, nous verrons ça dans le cadre d'une autre vidéo. Alors commençons donc par la liaison covalente ou la covalence. Alors dans le cas d'une liaison ionique, si vous vous souvenez, il y avait un atome qui en fait récupérait un électron ou plusieurs électrons qu'un autre atome donnait, larguait. On avait montré que de cette manière-là, un atome qui en perdant des électrons se stabilisait, eh ben, donnait ces électrons à un autre atome qui lui avait besoin d'électrons pour se stabiliser, et que l'association des deux, ben, forcément, c'était l'un qui donnait l'électron à l'autre. Il y avait une stabilisation, il y avait un signe atomique forcément différent, puisque la charge était différente, c'était positif ou négatif, et donc une attraction était possible. Bon. Alors ici, ça reste assez similaire dans le sens où il y a une quête de stabilité, ça se passe par des électrons, mais plutôt que d'avoir un atome qui récupère et qui d'une certaine manière arrache un électron à un autre atome, il va y avoir plutôt une association ou une mise en commun d'électrons célibataires. Je vous rappelle, ces fameux électrons, représentés d'ailleurs par les petits points noirs dans la structure de Lewis, hein, donc, qui se trouve donc sur cette dernière couche électronique. Et il va y avoir comme une mise en commun des électrons. Et vous allez voir que cette mise en commun permet aussi d'atteindre une stabilisation, comme on l'a vu précédemment, avec une structure électronique sur la dernière couche qui est stable et similaire à celle d'un gaz rare. Donc vous allez voir. Alors par exemple, prenez ici les hydrogènes. En fait, je suis en train de construire la molécule de H2. Je représente à gauche les deux structures, enfin la structure de Lewis de l'hydrogène avec un seul électron sur la dernière couche, donc un seul électron de valence. La mise en commun d'électrons veut dire quoi? Veut dire que c'est un petit peu comme si vous aviez une personne qui donnait une main. Ça, c'est la main correspond à l'électron. Et en face, il y a une autre personne qui donne sa main aussi. Et une association est possible donc entre les deux mains. Donc les deux mains se tiennent. Et ça correspond, si vous voulez, à cette liaison entre les deux atomes. Donc, ce que je représente ici par l'encadré, le fait d'entourer, si vous voulez, les deux électrons de valence de l'hydrogène, correspond en fait à une mise en commun. Alors, cette mise en commun, vous pouvez aussi la représenter autrement. Imaginons quatre personnes. On a une personne qui correspond, qui représente le noyau de l'hydrogène, et on a une autre personne qui représente l'électron de valence. Hein, on peut imaginer donc cet électron de valence qui tourne autour, donc cette personne tourne autour de l'autre personne. Bon. J'ai ça, mais je l'ai une deuxième fois avec une autre personne, avec un autre électron qui tourne autour, et donc une autre personne. Imaginons maintenant que ces deux noyaux d'hydrogène soient maintenant tous les deux entourés par ces deux personnes qui au départ tournaient de manière isolée, c'est-à-dire tournaient autour de leur propre noyau. Imaginons maintenant que l'association, ce soit ces deux personnes qui maintenant, en se tenant la main, ben, tournent autour des deux noyaux. En faisant ça, on peut imaginer, d'ailleurs comme on peut l'imaginer avec des moutons et des chiens de berger, le fait que les deux personnes tournent très vite autour des deux noyaux d'hydrogène, on peut imaginer donc un rapprochement et une liaison entre ces deux noyaux d'hydrogène.
Donc d'une certaine manière, cette mise en commun de deux électrons célibataires correspond vraiment à ça, à ces noyaux qui sont rapprochés par ce mouvement électronique et ce partage d'électrons. Alors vous voyez que dans la représentation, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met donc les deux atomes d'hydrogène et on représente en fait une ligne entre les deux hydrogènes pour montrer réellement cette liaison et ce partage d'électrons. Donc c'est ce qu'on appelle une paire. Pourquoi une paire? Une paire d'électrons, ce sont deux électrons liantes, puisqu'elle permet la liaison entre les deux hydrogènes, et commune, puisqu'elle appartient autant à l'hydrogène de gauche qu'à l'hydrogène de droite. Okay. Alors, chaque atome, maintenant, si vous regardez, chaque atome d'hydrogène possède un doublet électronique. Si initialement, autour de chaque noyau d'hydrogène, il y avait un seul électron célibataire, maintenant, grâce à cette liaison, grâce à ce partage électronique, comme chaque électron de l'autre hydrogène appartient maintenant à l'hydrogène en question, eh bien, autour de chaque hydrogène, c'est comme s'il y avait deux électrons. Il y a le sien plus l'électron de l'autre atome d'hydrogène qui a été partagé. Mais c'est valable pour l'autre hydrogène aussi. Ce qui veut donc dire que maintenant, autour de chaque atome d'hydrogène, il y a deux électrons. Et ça correspond donc à cette fameuse règle du Duhet, qui est une règle de stabilité. Et dans ce cas-ci, eh bien, le fait d'avoir deux électrons dans le voisinage, eh bien, c'est exactement la même structure électronique que celle de l'hélium. Et donc, on peut clairement dire que ces deux atomes d'hydrogène se sont stabilisés, puisqu'ils se sont arrangés pour avoir en fait deux électrons dans leur voisinage proche. Et donc, comme chaque hydrogène est stabilisé, la structure générale que ça va constituer, c'est-à-dire la molécule H2, eh bien, est stable aussi. Donc, on peut maintenant définir ce qu'on appelle une liaison covalente ou une covalence. Donc, je viens de vous le représenter avec la molécule de dihydrogène. Eh bien, donc la liaison covalente ou covalence est la liaison qui résulte de la mise en commun de deux électrons célibataires. Okay, je vous rappelle, faites attention, on parle bien d'électrons célibataires parce qu'autour d'un atome, autour d'un noyau, il peut y avoir, bien sûr, sur la dernière couche, plusieurs électrons, mais certains électrons sont appariés. Ces fameux doublets électroniques. Ici, je ne parle pas de ces doublets électroniques, je ne parle que des électrons célibataires représentés par un point. Alors d'autres exemples, on peut imaginer l'acide chlorhydrique, l'hydrogène avec un électron de valence et le chlore avec aussi un seul électron de valence, c'est-à-dire un seul électron célibataire sur sa dernière couche. Vous voyez bien qu'il y a d'autres électrons sur la dernière couche du chlore, mais il n'y en a qu'un qui va intervenir dans cette fameuse liaison covalente. Donc l'hydrogène et le chlore peuvent partager chacun son électron célibataire et ça donne une liaison, je vous rappelle, représentée par une ligne entre l'hydrogène et le chlore. Alors c'est valable aussi pour plein d'autres molécules évidemment, mais une molécule ici que vous connaissez, c'est l'eau, la molécule H2O. Eh bien, chaque hydrogène a son électron célibataire, l'oxygène a deux électrons célibataires et deux doubles électroniques. Eh bien, il va y avoir une mise en commun, c'est-à-dire à gauche, on a l'hydrogène l'électron est mis en commun avec l'électron célibataire de gauche de l'oxygène et l'électron célibataire à droite de l'oxygène est mis en commun avec l'électron célibataire de l'autre hydrogène. Ça forme donc deux nouvelles mises en commun, ces deux liaisons covalentes entre l'oxygène et l'hydrogène et ce fameux oxygène mais avec l'autre hydrogène. Alors maintenant, comptons un petit peu maintenant le nombre pour voir un petit peu si ça existe, c'est que c'est stable. Ça s'est stabilisé et pourquoi ça s'est stabilisé? Eh bien, regardons un petit peu maintenant le nombre d'électrons qu'il y a autour des atomes qui sont impliqués dans les liaisons ici. Alors, en fait, vous vous souvenez que dans la stabilisation, il y a une règle qui est la règle de l'octet, donc 8 électrons dans le voisinage sur la dernière couche, et la règle du Duhet, que je viens d'ailleurs d'évoquer avec la stabilisation de H2. Regardons maintenant le nombre d'électrons qu'il y a notamment ici autour du chlore impliqué dans la liaison HCl. Regardez. Je vais représenter par des petits points les électrons qui sont sur la dernière couche électronique du chlore. On en a un premier, un deuxième, ce qui constitue donc voilà, deux électrons appariés, forme le double électronique, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et
8. 8 parce que l'électron mis en commun, c'est un électron qui est mis en commun, donc il appartient d'une certaine manière aussi au chlore. On a donc 8 électrons, modèle de l'octet, dans le voisinage du chlore, alors qu'il n'en avait que 7. Maintenant, il en a 8, donc il y a eu une stabilisation. Okay. Alors maintenant, regardons pour l'oxygène en bas. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la même manière, il y a 8 électrons dans le voisinage externe, on va dire, enfin dans la dernière couche électronique de l'oxygène. Et maintenant, regardons les autres atomes impliqués dans ces liaisons covalentes. Eh bien, l'hydrogène, je ne vais faire que l'hydrogène du dessus pour HCl, eh bien, on a un électron qui est le sien, plus l'électron du chlore qui est mis en commun et qui donc lui appartient aussi. On a donc l'hydrogène qui est impliqué dans le modèle du duet, stabilisation, et le chlore qui est impliqué dans le modèle de l'octet, 8 électrons, stabilisation aussi. Alors forcément, il y a un parallèle, il y a une comparaison à faire avec la liaison ionique et ces fameux composés ioniques. Et bien, de la même manière ici, on peut imaginer des composés qui sont notamment constitués de molécules HCl ou d'eau. Et dans ce cas-là, en fait, comme ces molécules sont liées, sont construites à partir de liaisons covalentes, c'est-à-dire que les atomes qui constituent la molécule sont impliqués dans des liaisons covalentes, eh bien, ces composés sont appelés des composés covalents, d'accord? D'une certaine manière, constitués de liaisons covalentes. Bien, donc ça, c'est le principe donc, de la liaison covalente, de la mise en commun d'électrons célibataires. Alors voyons maintenant une propriété particulière des atomes qui est absolument essentielle et que vous devez vraiment bien comprendre parce qu'on va en reparler beaucoup et puis même dans le cadre du programme de chimie de Réto, on en parle aussi beaucoup, c'est cette fameuse électronégativité des atomes. Mais vous avez en fait déjà entendu parler de cette électronégativité des atomes. Alors d'abord, on a montré, juste avant, que des liaisons, des paires liantes pouvaient se former, donc entre des atomes identiques. C'était le cas donc du fameux dihydrogène. Donc il y avait une mise en commun d'électrons, mais entre atomes identiques. Mais ça peut aussi se faire entre des atomes différents. On l'a montré qu'entre l'hydrogène et le chlore, une mise en commun d'électrons est possible. Entre l'hydrogène et l'oxygène, une mise en commun d'électrons est possible aussi. Bon. Mais comme les atomes impliqués sont parfois identiques, parfois ils ne sont pas identiques, on peut se poser la question, est-ce que quand il y a une mise en commun, hein, c'est exactement la même chose, vous prenez n'importe quel événement du quotidien et que vous partagez quelque chose, la question qui se pose c'est est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Est-ce que la mise en commun, elle est équitable? Est-ce que les électrons, d'une certaine manière, appartiennent autant, imaginons dans l'histoire de l'hydrogène qui est lié au chlore pour l'HCl, est-ce que les électrons de cette liaison appartiennent autant à l'hydrogène qu'au chlore? En gros, est-ce que la mise en commun des électrons est toujours équitable? Donc ça, c'est une question qui peut être posée et qui est assez logique. Alors, pour répondre à ces questions, en fait, on va détailler une expérience relativement simple et ça va nous donner en fait une petite idée sur qui va nous donner des éléments de réponse, si vous voulez, pour ces différentes questions. Alors l'expérience, la voici. La voici. Alors elle consiste à faire. Donc en fait, ce sont deux choses séparées, mais qui sont représentées sur un même dessin pour que ça soit visible et qu'on puisse comparer. En gros, dans les deux cas, vous avez deux plaques et les deux plaques sont chargées. Il y en a une qui est chargée négativement et l'autre qui est chargée positivement. D'accord? Donc il va y avoir un espèce de champ électrique. En gros, vous avez une charge négative et une charge positive. D'accord? Vous l'avez une fois. Et entre ces deux plaques, dans le premier cas, dans la première fois, on va mettre des molécules de dihydrogène. D'accord? On va mettre des molécules de dihydrogène et on va voir en fait ce qui se passe. Et puis ça, c'est dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, on peut imaginer avec de nouveau le même modèle expérimental. On reprend deux plaques chargées, négatives et positives. Mais cette fois-ci, on met des molécules de HF. Et on va voir aussi ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est que si je mets des molécules de dihydrogène entre ces deux plaques chargées, eh bien, ce qu'on va observer, c'est que ces molécules de dihydrogène s'orientent de manière un petit peu aléatoire. Elles sont mises un petit peu n'importe comment. Par contre, si je prends du HF et que je mets
des molécules de HF entre ces deux plaques, il va y avoir comme une orientation en fait des molécules HF. Et ce qu'on peut observer, donc c'est que bien sûr les molécules d'H2 ne s'orientent pas de manière particulière, mais que les atomes d'HF, si vous regardez bien, ce sont les hydrogènes qui ont une tendance à s'orienter vers la plaque négative et le fluor s'oriente vers la plaque positive. Donc la molécule s'arrange pour que d'une certaine manière, un atome, dans ce cas-ci l'hydrogène, soit du côté négatif et le fluor soit du côté positif. Alors, pourquoi vous pouvez y réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Alors, comment pouvons-nous interpréter? Eh bien, en fait, on peut dire que les atomes d'hydrogène, s'ils s'orientent vers la plaque négative, c'est que d'une certaine manière, il est chargé positivement. Parce que vous connaissez ces attractions électrostatiques. Vous ne savez pas encore expliquer pourquoi, mais d'une certaine manière, si l'hydrogène était chargé positivement, il y aurait une certaine logique à ce qu'il soit attiré par une plaque négative. Et donc, de la même manière, ben forcément, le fluor a l'air d'être chargé négativement. Et ce qui justifierait pourquoi ces molécules de HF s'orientent de cette manière entre ces deux plaques négatives et positives. Maintenant, si je reviens sur la molécule de dihydrogène, puisque ces molécules ne s'orientent pas de manière particulière entre ces deux plaques, ben on peut sans doute dire, c'est une bonne interprétation par rapport à ce qui a été fait juste avant, c'est qu'a priori, aucun atome n'est soit positif, soit négatif. Donc, l'hydrogène qui est impliqué donc, dans la liaison HF est chargé positivement et le fluor est donc lui chargé négativement. C'est ce qu'on a apporté comme explication pour expliquer cette orientation. Et le dihydrogène, lui, aucun des deux atomes n'est positif ou négatif. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que ce qui pourrait justifier d'une certaine manière que le fluor soit chargé négativement par rapport à l'atome d'hydrogène, c'est qu'il y ait dans son voisinage un surplus d'électrons, un surplus électronique. Vous savez qu'un électron est chargé négativement et ce qui pourrait justifier en fait le côté négatif du fluor, c'est qu'il y ait peut-être un surplus, on va dire inhabituel, dans son voisinage d'électrons. Et ces électrons, bah, évidemment, ne viennent pas de nulle part. Ils viendraient de la paire liant, donc de la liaison. Et on pourrait donc d'une certaine manière justifier cela en disant que les électrons de la paire appartiendraient davantage au fluor, ce qui justifierait en fait sa charge négative, puisqu'il y a un électron, les électrons de la paire liante sont davantage à proximité du fluor, et donc appartiennent davantage au fluor qu'à l'hydrogène. Et dans le cas du dihydrogène, ben, rien ne justifierait une charge positive ou négative, tout simplement parce que les électrons appartiennent autant en fait aux deux atomes. Donc en conclusion, le partage des paires liantes ne se fait donc pas de manière équivalente, c'était la question si vous vous souvenez initiale, et tant dans la molécule de dihydrogène que de HF, donc il y a des différences dans ce fameux partage des électrons de la liaison, d'accord? Et il semblerait en fait dans ce cas-ci que l'affinité, c'est-à-dire l'attraction de l'atome fer pour les électrons est supérieure à celle de l'atome d'hydrogène. Ça veut dire que si l'hydrogène et le fluor sont tous les deux impliqués dans une liaison covalente, il y a un partage bien sûr d'électrons, mais l'atome de fluor a tendance à davantage aimer et a une plus grande capacité à voir les électrons de la liaison dans son voisinage, qui justifierait donc ce côté négatif. Et bien justement, pour comparer l'attraction des atomes envers les électrons qui sont impliqués dans une liaison, les chimistes utilisent en fait le concept, la propriété de électronégativité. Donc d'une certaine manière, l'électronégativité, ce serait l'électronégativité d'un atome et sa capacité à attirer les électrons de la liaison à lui. Alors cette électronégativité, ben, c'est une valeur que vous retrouvez dans chaque case du tableau de Mendeleïev. À chaque fois, vous avez le symbole et vous avez une valeur qui correspond à cette valeur d'électronégativité. Dans ce cas-ci, dans le tableau que j'ai choisi, ben, vous avez là au-dessus à droite et vous avez le qui grec en fait qui correspond donc à cette
c'est le symbole, si vous voulez, de l'électronégativité. Mais dans tous les atomes, dans tous les tableaux de Mendeleïev, vous avez toujours une légende au-dessus du tableau qui vous montre où est représentée la valeur d'électronégativité dans une case du tableau de Mendeleïev. Okay. Mais donc, je vous rappelle que l'électronégativité d'un atome, c'est cette fameuse tendance qu'a un atome à attirer les électrons de la liaison à lui. Alors, si je fais justement certains zooms sur certaines cases du tableau de Mendeleïev, ben, vous voyez que dans le cas de l'hydrogène, vous avez une valeur qui est de 2,1, donc son électronégativité à l'hydrogène est 2,1. On pourrait représenter ça comme ça en mettant le qui avec en indice l'hydrogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électronégativité de l'hydrogène vaut 2,1. Donc on a 3 pour le chlore et 0,5 pour l'oxygène. Alors, on peut faire une petite comparaison parce que, en fait, ce qu'on fait souvent quand on représente une molécule, donc ce qui est ici la molécule d'eau, par exemple, donc vous avez l'oxygène au centre et puis 2 hydrogènes, eh bien, on peut mettre la valeur d'électronégativité au-dessus de chaque atome, en sachant que chaque atome est bien sûr impliqué dans une liaison. Donc 3,5 pour l'oxygène, 2,1 pour l'hydrogène. Dans l'hydrogène et le chlore, c'est 3 pour le chlore et 2 pour l'hydrogène. Et puis, bien sûr, il y a des liaisons covalentes, des mises en commun d'électrons, où on a 2 atomes identiques, donc forcément, les 2 atomes ont la même électronégativité. D'accord? Donc, quand on regarde ceci, ben, on peut en fait faire un zoom sur chacune des liaisons. Donc, cette liaison-là, on en a une première, c'est une première mise en commun. Eh bien, il y a un des 2 atomes qui est donc plus électronégatif. C'est l'oxygène par rapport à l'hydrogène. Ce qui est valable aussi pour cette liaison. Forcément, c'est la même, mais c'est même pas, physiquement, ce n'est pas la même, c'est le même type de liaison puisque c'est entre un oxygène et un hydrogène. Mais de nouveau, donc c'est l'oxygène qui est plus électronégatif. Dans ce cas-ci, dans cette liaison, c'est le chlore qui est plus électronégatif. Et dans ce cas-ci, dans cette liaison-là, ben, il n'y a pas d'atome plus électronégatif. Donc, chaque fois que on a des atomes qui ont la même électronégativité, ben, il n'y a pas, les électrons de la liaison ne sont pas davantage attirés par un des 2 atomes. Alors voyons maintenant que vous avez compris cette fameuse mise en commun d'électrons, ces liaisons covalentes. On a montré que certains atomes avaient tendance à attirer les électrons de la liaison plus que d'autres. Eh bien, on peut faire donc une première subdivision. Donc, parmi les liaisons covalentes, on a ce qu'on appelle des liaisons covalentes parfaites et des liaisons covalentes polarisées. Les liaisons covalentes parfaites, ben, c'est le cas du dihydrogène, H2. C'est-à-dire qu'aucun atome n'est davantage électronégatif. Enfin, les 2 électrons impliqués dans la liaison ont la même électronégativité. Et comme ils ont la même électronégativité, le partage est parfait. D'une certaine manière, le partage des 2 électrons de la liaison est parfait. Et donc, ce qu'on appelle une liaison covalente parfaite. Et il n'y a pas de charge pour aucun des 2 atomes. Dans le cas où on a une liaison covalente qui est polarisée, il va y avoir une espèce de 2 pôles qui vont apparaître. Pourquoi? Parce que comme un des 2 atomes est plus électronégatif, il va davantage attirer les électrons de la liaison à lui, et donc on aura un pôle qui sera davantage négatif que l'autre qui sera forcément davantage positif. Donc la liaison covalente parfaite. Donc, voyons la liaison covalente parfaite qui est définie comme une mise en commun forcément d'électrons, ça c'est la liaison covalente, mais parfaite parce que 2 atomes de même électronégativité. Donc prenons le dihydrogène, liaison covalente parfaite, le dichlore, liaison covalente parfaite, et vous voyez, une particularité ici, c'est que chaque atome ne partage qu'un seul électron célibataire. Dans ce cas-là, quand il n'y a que quand seulement un électron est amené en partage par un atome dans la liaison, on dit que la liaison est simple. D'accord? Voyons donc maintenant un autre cas. On a la molécule d'oxygène avec la représentation de Lewis. Donc vous voyez qu'il y a chaque oxygène a 2 paires électroniques et 2 électrons célibataires. Et bien dans ce cas-ci, ce qui va se passer, c'est que d'abord il y a une première mise en commun d'électrons, mais il peut y avoir une deuxième mise en commun d'électrons, ce qui donne
une liaison comme celle-ci entre les deux atomes d'oxygène. Quand on a ça, quand on a deux atomes qui sont liés grâce au partage à chaque fois de deux électrons célibataires, c'est-à-dire que chaque atome met en partage deux électrons célibataires, on dit que la liaison est double. Et vous me voyez venir, si on peut en faire deux, eh bien on peut en faire trois. On a donc ici, ici et ici trois mises en commun d'électrons, ce qui donne donc ce qu'on appelle une triple liaison. Donc dans la molécule de le diazote, en fait, chaque fois c'est deux atomes d'azote qui partagent trois électrons célibataires. D'accord? Alors, vous avez vu que ici je n'ai montré en fait que des liaisons entre des atomes identiques, mais il faut savoir que il existe des atomes qui ont, je dirais, c'est pas forcément les mêmes atomes qui ont la même électronégativité. On peut avoir des atomes différents avec une même électronégativité. C'est le cas par exemple du phosphore et de l'hydrogène qui ont la même électronégativité, le soufre et le carbone qui ont la même électronégativité, etc. Enfin, pour terminer ce cours qui est plus volumineux que d'habitude, voyons ce qu'on appelle la liaison covalente polarisée. Donc, vous savez que dans ce cas-ci, c'est de nouveau une mise en commun, puisque c'est une liaison covalente, mais elle a lieu entre deux atomes qui ont une électronégativité différente. D'accord? Donc, c'est par exemple l'acide chlorhydrique. Dans l'acide chlorhydrique, en fait, on a l'électronégativité du chlore qui est supérieure à l'électronégativité de l'hydrogène. On dit que dans ce cas-là, donc les électrons de la liaison sont davantage attirés par l'atome de chlore. D'une certaine manière, vous pouvez vous dire, si je reprends l'image de ces deux personnes qui tournent autour de chaque atome, c'est comme si ces deux électrons se retrouvaient le plus souvent à proximité d'une personne que de l'autre. D'accord? Donc ça devient inéquitable où les électrons sont davantage autour d'un atome et dans ce cas-ci, c'est autour de l'atome de chlore. D'accord? Dans ce cas-là, regardez ce qu'on fait. Regardez bien, il y a une particularité, c'est que bien sûr, on crée la liaison qui correspond à ce partage d'électrons, mais on met une flèche dans un sens qui représente en fait le déplacement des électrons vers l'atome le plus électronégatif impliqué dans la liaison. Donc ici, on a une flèche qui montre et qui va vers le chlore, qui montre que les deux électrons de la liaison sont davantage à proximité du chlore. Le plus souvent, ils sont à proximité du chlore que de l'hydrogène. D'accord? Eh bien, comment on représente ça? On va représenter ça avec ce qu'on appelle des deltas. C'est ce qu'on appelle une charge partielle. On dit une charge partielle, on dit une charge fictive. Donc, comme le chlore a davantage les électrons de la liaison dans son voisinage, il a tendance à être négatif, et donc on dit qu'il est delta moins. On met du delta moins, donc c'est la lettre grecque, pour faire la distinction avec les ions. On a Cl-, on a H+, on peut imaginer Na+, Mg2+, etc. Ce n'est pas la même chose. Ici, l'atome est toujours lié, d'accord? Il n'est pas isolé comme un ion, il est toujours lié à un autre atome, mais il a une particularité, c'est comme il a une tendance à avoir à lui les électrons, à tirer vers lui les électrons de la liaison, il est quand même davantage négatif. Et donc pour montrer ça et pour faire la distinction avec les ions, on met du delta moins. Donc dans ce site delta moins. Et l'hydrogène, lui, il voit toujours en fait son électron, mais de manière plutôt rare. C'est assez, ça devient rare pour lui de voir son électron, mais il ne l'a pas tout à fait perdu, puisqu'il y a toujours une mise en commun. Et donc comme il a une tendance à ne plus voir son électron, c'est un petit peu comme s'il l'avait perdu, même si ce n'est pas le cas, mais donc il est davantage positif, il est delta plus. Et donc cette liaison, comme cette liaison montre en fait un déplacement des électrons vers l'atome le plus électronégatif, ça induit en fait deux pôles, un positif et un négatif, et c'est ce qu'on appelle donc une liaison covalente polarisée.